Je comprends, Monsieur le Président, que vous aimeriez une opposition qui vous flatte ou qui vous jette des fleurs à la figure. Je pense qu'il y a suffisamment de monde dans cette Assemblée pour le faire, donc je n'aurai pas besoin d'endosser ce rôle. Quant aux propositions, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous vous en faisons régulièrement, vous les balayez d'un revers de la main. Libre à vous de faire preuve d'un tout petit peu d'écoute. Voilà, je voulais faire cette remarque. Je serai donc du coup un peu plus long que prévu, mais à la vue des interventions précédentes, je peux m'accorder du coup quelques libertés, d'autant que dans cette Assemblée, il n'y a toujours pas de règles, donc je peux me permettre d'en abuser aisément. Je vais donc revenir sur ce rapport d'orientation budgétaire et parler... Vous voyez, je vais faire une petite exception de ce qui va bien, puisqu'effectivement, ce rapport met en évidence une montée en puissance progressive de l'épargne brute, mais, parce qu'il y a un mais, elle est largement due à l'augmentation des taux d'imposition couplée à la revalorisation des bases fiscales de la taxe foncière. Alors oui, ce ratio est correct, il faut le souligner, mais il n'est pas imputable à votre bonne gestion et à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, mais bien aux nouveaux efforts consentis par le contribuable. Rendons à César ce qui lui appartient. Les recettes de fonctionnement sont d'ailleurs en hausse, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, et c'est bien grâce à cette amélioration de l'épargne brute que mécaniquement, notre capacité de désendettement semble maîtrisée à un petit peu plus de 6 années. Les bases du foncier bâti vont progresser de 3,9% cette année, vous l'avez dit, c'est des recettes non négligeables, ce qui va générer plus de 2,7 millions d'euros de recettes supplémentaires. Le taux de la CFE progresse encore, vous le faites maintenant désormais tous les ans, ça devient une habitude. Quant à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, elle a progressé de 115% en 2020. Il ne fait décidément pas bon être investisseur ou propriétaire sur notre territoire. Avouez que vous avez quand même un certain talent pour les attirer. Se rapprocher des taux moyens, puisque c'est souvent votre explication, n'est pas une fin en soi. Il convient aussi de tenir compte du niveau de vie, donc du niveau de pression fiscale. C'est pas parce que la moyenne de la classe serait de 8 sur 20 que vous pourriez être satisfait d'avoir 10. En raison du volume d'investissement en progression ces dernières années, vous dites dans ce rapport, je cite, que le recours à l'emprunt va être accentué. C'est rien de le dire. L'encours de dette sur le budget principal s'établit déjà à 290 millions d'euros, en hausse de 23 millions entre 2022 et 2023, à 457 millions tout budget confondu. Alors que vous prévoyez un nouveau recours à l'emprunt de 130 millions en 2024 et que les taux d'intérêt avoisinent aujourd'hui les 4%, cela va se traduire par une hausse de nos frais financiers de plus d'1 million d'euros. Et pour financer, quels investissements? Parce que finalement, la question essentielle, c'est celle-ci. Des investissements qui amélioreraient sensiblement la qualité de vie des habitants de la métropole? Je ne le crois pas. Le projet Inspire, M. Cervantes vient de nous en parler longuement, il engloutit à lui seul 48 millions cette année, soit presque le quart de nos dépenses d'investissement. Or, Inspire aujourd'hui, c'est quoi? Hormis le grand bazar. Avec quelles retombées? Des difficultés pour nos artisans et commerçants, des fermetures de magasins et de nombreux riverains qui vont subir un traumatisme durable. Quoi que vous en pensiez, le Puy-de-Dôme reste un département rural et la voiture restera pour beaucoup le moyen de transport le plus efficace, surtout quand on voit le niveau de l'offre de transport en commun dans notre métropole. Tout le monde n'a pas non plus la capacité financière ou la condition physique pour se déplacer en vélo électrique. Et vraiment, merci Monsieur Cervantes pour votre récitation parfaite. J'ai été vraiment impressionné, votre récitation parfaite des éléments de langage sur Inspire. On voit que vous avez bien appris votre leçon, le plan de com semble bien rodé. Mais concrètement... Attention à la condescendance. Mais concrètement, non, il n'y a rien de condescendant. J'ai un collègue qui nous récite sa leçon, c'est très bien, je le félicite. Concrètement, on aura une offre largement insuffisante pour offrir une alternative à votre politique de chasse de la voiture. Vous pourriez, et pourquoi pas, si dans le même temps, il y avait une offre à la hauteur. Ça n'est pas le cas. Ce nouveau réseau, Monsieur Cervantes, c'est une amplitude horaire qui reste insuffisante. J'ai pris l'exemple de la gare, je pourrais prendre l'exemple des activités culturelles. Demain, en 2025, il restera toujours plus compliqué, lorsque vous sortez d'une manifestation culturelle à la Maison de la Culture ou à l'Opéra, de rentrer en transport
transports en commun parce que la fréquence n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas acceptable de devoir attendre une demi-heure pour pouvoir monter dans un tramway et vous payer ensuite le luxe d'une correspondance et mettre plus d'une heure pour rentrer chez vous, quand vous pouvez le faire en un quart d'heure en voiture. Elle est là, la réalité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire la gratuité. Tant que vous ne doterez pas l'offre de façon efficace, le compte n'y sera pas. Et sur les communes concernés par la rénovation liée à Inspire. Monsieur Cervantes, 21 communes dans cette métropole, 4 sont concernées. Cocorico. Et surtout que ces communes continueront d'ailleurs d'être, pour la plupart, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement mal desservies le week-end. Là aussi, c'est pas comme ça que vous allez inciter à l'usager de la voiture à la laisser au garage. Sur les investissements, je parlais d'Inspire, la bibliothèque, c'est 30 millions d'euros. Le grand stade, c'est 17 millions cette année sur les 60 qu'il nous coûtera au niveau de son extension. Alors, après tous ces millions dépensés sur le sol clermontois, alors oui, on voit, il reste quelques miettes, par exemple, pour entretenir la voirie dans les communes périphériques, qui ne semble pas vraiment être une priorité. Et pourtant, Madame Canales me reprochait de parler des travaux qui sont concentrés sur le territoire clermontois, effectivement, mais ils sont conduits par la métropole. Il est quand même logique d'en parler dans cette assemblée. Et Madame Canales nous mettait en exergue l'intérêt de faire métropole. À la lecture de ce rapport, je n'en vois pas beaucoup la traduction. Alors, si vous qualifiez le niveau d'investissement d'inédit, la vraie question qu'on peut se poser aussi, c'est sera-t-il tenable à ce rythme? Parce que la dette ne sera pas soutenable à long terme. Et je reste persuadé que nous devrons privilégier l'autofinancement à la dette nouvelle pour couvrir une fraction du financement de ces investissements. Le seul levier pertinent que nous pourrons activer pour éviter de faire les poches de nos concitoyens, vous prévoyez de le faire dans le prochain mandat si par malheur vous étiez réélu, Monsieur le Président, vous l'avez dit, le seul moyen, c'est celui de l'investissement utile et responsable et la réalisation d'économies importantes sur le fonctionnement. Et oui, on y vient, Monsieur Cervantes. Alors sur ce point, la masse salariale atteint 90 millions d'euros sur le seul budget principal. Elle représente presque la moitié de nos charges de fonctionnement. Longtemps, je note que par dogmatisme, vous avez refusé le moindre effort sur cet important poste de dépenses. Nous vous avons pourtant très souvent interpellé sur la dérive de ces charges de personnel. Très souvent, vous répondiez par la caricature, vous continuez de le faire d'ailleurs, pour nous expliquer que maîtriser les dépenses de personnel reviendrait en fait à réduire les services publics. Et pourtant, à la lecture de ce rapport, je vois que vous vous résignez à rationaliser un peu les dépenses et à cesser cette frénésie des créations de postes. J'ai pu lire que vous alliez même limiter le recours à l'intérim, calibrer davantage le recours aux heures supplémentaires. Ouh là là, ça doit faire mal aux oreilles de vos amis. Et de ne pas remplacer 10 postes. Dommage qu'il ait fallu attendre que vous ayez sérieusement dégradé nos finances pour vous rendre compte que ce rythme-là n'était pas raisonnable et pour tenir compte enfin de nos recommandations en la matière. Alors, le changement de paradigme est là, il pointe son nez, trop tardif certes, trop timide aussi, car ce non-remplacement de 10 postes, en réalité, il ne compensera même pas la probable revalorisation du point d'indice prévu en juillet. Vous pensez contenir la hausse des dépenses de personnel à 3 millions d'euros, c'est peu, mais pour la première fois, vous envisagez de les contenir. Et vraiment, je m'en félicite. Je ne peux que saluer cet effort, féliciter surtout le vice-président aux finances d'avoir réussi à vous convaincre de cesser cette fuite en avant. Ça n'a pas dû être simple et je vous encourage à poursuivre, monsieur le vice-président. Continuez, j'ai l'impression qu'enfin vous êtes entendu. Plutôt que d'empiler les postes depuis toutes ces années, vous auriez mieux fait de valoriser les agents, mieux les payer, mieux organiser les services pour avoir plus d'efficience et surtout veiller à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On en a parlé tout à l'heure. Et enfin, Monsieur Cervantes, je voudrais revenir sur cette question qui, pour vous, vous taraude, de la masse salariale. Pour vous, plus elle serait importante et plus les services seraient efficients. Je voudrais ouvrir une parenthèse qui prouve le contraire. J'ai lu hier le rapport final du jury Capitale européenne 2028. Et il a pointé du doigt quand même quelque chose qui, là aussi, devrait vous interpeller, Monsieur le Président. Il a noté que dans votre dossier de candidature, seulement la moitié du budget de fonctionnement était alloué au programme. Un quart de la masse salariale engloutissait ce budget de fonctionnement. Une proportion, je cite, jugée anormalement élevée. Et c'est d'ailleurs ce point-là qui vous a coûté, il y en a d'autres sur le fond, mais aujourd'hui l'objet n'est pas là, mais ça illustre bien
Monsieur le Président et Monsieur Cervantes, que l'efficience ne repose pas sur le volume de masse salariale. Et ça répond peut-être à Monsieur Blondeau tout à l'heure qui se posait des questions. Nous avons là ici un premier élément de réponse sur l'échec de cette candidature, puisque c'est un point négatif qui est fortement mis en avant dans le rapport. J'invite l'ensemble de mes collègues à en prendre connaissance. Voilà donc pour les grandes orientations budgétaires que vous nous proposez. Des petits revirements à la marge, contraints et forcés, mais sur le fond, rien de bien nouveau. Tout ça nous laisse présager un budget qui va continuer de produire beaucoup de dettes, la démonstration vient de nous en être faite, pour un résultat finalement bien maigre. Nous nous enfonçons doucement dans la spirale infernale de l'endettement, financé par la suite par de la fiscalité, et malheureusement, ce n'est pas ainsi que vous allez redonner de l'attractivité à notre territoire métropolitain. Je vous remercie.